Excellences, Mesdames et Messieurs, très chers amis de l'Alliance française, chère Marie-Christine Coquescal, nous sommes très honorés d'entourer aujourd'hui notre grand ami de cœur, de très longue date, je dois le dire, Monsieur Mario Baravecchia, qui nous arrive de France, déjà depuis le début de ce long week-end qui se prolonge ce lundi, car Mario a accompagné un autre artiste français très aimé du public, Monsieur Nikos Aliagas, également franco-grec, qui est venu présenter son œuvre photographique au studio Poulcry ce week-end. Et il y a un lien de cœur entre Nikos Aliagas et Mario Baravecchia, puisque c'est Nikos qui a préfacé l'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui. Je voudrais, avant de débuter cette table ronde et de vous présenter chacun en vos grades et qualités, d'habitude il y a beaucoup de dames sur nos panels, aujourd'hui il y a beaucoup de messieurs, mais je vais être sous le contrôle de notre directeur du son, notre ingénieur du son, qui est en train de rétablir notre connexion. En tout cas, vous dire que cette table ronde est filmée, enregistrée, et qu'elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'Alliance française de la Haye, grâce justement au génie technologique de Monsieur Laurent Bougnot, notre directeur du centre d'examen de la Haye, mais qui a beaucoup de cordes à son arc, comme beaucoup d'entre nous ici réunis. Donc, vous remercier d'être présent et je vais vous présenter, avant de vous donner très rapidement la parole, pour commenter cet ouvrage témoignage exceptionnel, Mon père, ma bataille. Je vais commencer par présenter son Excellence, Monsieur Giorgio Novello, Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Vous nous faites l'honneur de votre présence dans notre Alliance française alors que votre période, votre mission diplomatique s'achève dans quelques semaines et c'est un grand honneur, cher Giorgio, de vous accueillir dans notre alliance parce que vous êtes un grand francophone, vous êtes un grand francophile et plus que tout, vous êtes un homme qui forçait notre admiration collective, bien au-delà de la communauté diplomatique et je salue nos collègues de l'ambassade de Belgique qui sont ici présentes parce que, évidemment, vous menez beaucoup de batailles en même temps, y compris la bataille qui limite vos mouvements. Donc, vraiment, un immense merci pour votre présence. Excellence, cher Giorgio Novello, vous êtes donc diplomate italien. Vous êtes né à Dollo, en Vénétie. Vous avez obtenu un diplôme en droit de l'université de Padoue en 1984 et vous avez suivi une formation à l'École nationale d'administration à Paris en 1995, peut-être est-ce pour cela que vous parlez aussi bien le français. Mais vous deviez déjà le maîtriser avant de rejoindre les rangs de l'ENA, je n'en doute pas. Vous avez également étudié l'économie et obtenu un Bachelor of Science de l'Université de Londres en 1993 et un Master of Philosophy en histoire économique de la London School of Economics en 2004. Nous avons plusieurs jeunes qui sont en stage ici de 3e du lycée Van Gogh et je pense qu'ils vont pouvoir retenir beaucoup de votre parcours extraordinaire. Vous entrez au service diplomatique italien en 1986. Cher Giorgio Novello, vous avez occupé divers postes à l'étranger, notamment en qualité de premier secrétaire à l'ambassade d'Italie à Lagos, de 89 à 91 et à Londres de 91 à 95. Vous avez également servi à Bonn, Berlin et Vienne. De 2013 à 2017, vous avez été ambassadeur d'Italie en Norvège et en Islande. Autant dire que vous êtes un très grand voyageur. En 2020, vous avez été nommé ambassadeur d'Italie aux Pays-Bas pour notre plus grande joie. Et en plus de votre carrière diplomatique, cher Giorgio Novello, vous avez travaillé dans le secteur privé en qualité de vice-président principal des relations institutionnelles pour Avio SPA, une entreprise italienne spécialisée dans l'aérospatial. Donc, non seulement la Terre, mais aussi l'espace n'ont pas de secret pour vous. Au-delà de votre lutte contre la sclérose en plaques, vous êtes actif dans la promotion des droits des personnes handicapées et l'élimination des barrières architecturales
qui, parfois, limitent encore plus les personnes qui ont des difficultés à se mouvoir. Vous êtes également passionné de cyclisme et vous parlez couramment plusieurs langues, dont l'anglais, le français, pour notre plus grande joie, l'allemand, l'espagnol et l'espéranto. J'avais même eu la chance de... Vous m'aviez convié à un bel événement autour de l'espéranto. En tout cas, Excellence, vous incarnez plus que l'excellence et l'espérance parmi nous. Donc, merci infiniment pour votre présence. Je poursuis notre tour de présentation en présentant Dr Franck Lebrun. Cher professeur Franck Lebrun, vous êtes biologiste vasculaire français, actuellement professeur associé et chef d'équipe au Centre médical universitaire de Leiden et ici aux Pays-Bas. Vous faites donc le lien entre notre pays d'accueil et la France. Vous avez obtenu votre doctorat en biologie à l'université de Grenoble 1 en 2000 et vous avez rédigé votre thèse sur le rôle de la protéine kinase CK2 dans la prolifération cellulaire. Donc vous nous en direz plus car je vous avoue que pour moi c'est très très mystérieux. Après votre doctorat, vous avez effectué des recherches postdoctorales au Netherlands Cancer Institute à Amsterdam et à l'Institut d'Ubrecht à Utrecht. En 2005, vous êtes devenu chargé de recherche titulaire à l'INSERM à Paris, prestigieuse institution pour la France. Et de 2013 à 2015, vous avez dirigé un groupe de recherche au Collège de France. Depuis 2016, vous êtes professeur associé en néphrologie vasculaire et dirigez un groupe de recherche en médecine interne au LUMC. Vos travaux portent sur la biologie vasculaire, notamment sur la télangiectasie hémorragique héréditaire, autrement l'acronyme HHT, les troubles neurologiques, le cancer, la découverte de médicaments et le développement de modèles précliniques pour les tests de médicaments et l'imagerie in vivo. Vous avez reçu le prix Delheim du Collège de France en 2010. C'est donc un immense honneur que de vous accueillir ici à l'Alliance française de la Haye aujourd'hui. Soyez vivement remerciés, professeur. Et last but not least, celui qui nous réunit aujourd'hui, notre immense ami Mario Baravecchia. Cher Mario, vous êtes né le 16 novembre 1976. Vous êtes donc bien plus jeune que beaucoup d'entre nous ici, à Montaigné, en Belgique. Et vous êtes un chanteur italo-belge. Vous vous êtes fait connaître en 2001 du très grand public en qualité de finaliste de la première édition de l'émission très connue de télé-réalité musicale française Star Academy. Après votre participation à Star Academy, vous avez sorti votre premier single, On se ressemble, que j'aime beaucoup, qui a rencontré un succès notable en France et en Belgique. Votre premier album, intitulé Mario Baravecchia, est sorti en 2002 et a atteint la 12e place des classements en Belgique et une très bonne place également en France. Au fil des ans, vous avez diversifié vos activités, notamment en vous lançant dans le domaine de la presse et de l'événementiel. Vous avez également poursuivi votre carrière musicale avec la sortie d'un second album, Intimo, en 2009. En 2020, Mario, vous annoncez votre candidature aux élections municipales de la ville de Beaune en France. C'est pour ça que la plaque de Beaune est ici sur cette petite table. Et ceci atteste de votre engagement envers la communauté locale. Vous êtes un homme engagé, cher Mario, de par l'art, mais pas seulement. Tout au long de votre carrière, vous avez su évoluer entre la musique, les médias, l'entreprise et la politique, tout en restant attaché à vos racines italiennes et belges que nous honorons aujourd'hui en la présence de son Excellence, Monsieur Giorgio Novello, et nos chers collègues de l'ambassade de Belgique. En mai 2023, Mario, vous avez publié un livre qui est ici honoré, un livre témoignage intitulé « Mon père, ma bataille », dans lequel vous partagez un témoignage intime et émouvant sur votre relation avec votre père, Giuseppe, surnommé Pino,
Ce dernier, immigré sicilien en Belgique, a joué un rôle déterminant dans votre carrière musicale en devenant votre manager dès vos débuts à l'âge de 14 ans. Le livre retrace votre parcours commun depuis le premier concert jusqu'à sa disparition et à l'activité de la Star Academy. Votre ouvrage aborde également les tensions et les réconciliations qui ont jalonné votre relation avec votre cher père. En 2009, Pino est diagnostiqué avec la maladie de Charcot, autrement appelée la sclérose latérale amyotrophique. Vous racontez l'accompagnement de votre père durant cette épreuve, jusqu'à votre décision d'avoir recours à l'euthanasie en Belgique, où cette pratique est légale. À travers ce récit, vous évoquez les défis émotionnels liés à la maladie, la fin de vie et l'importance de la famille. Les droits d'auteur de ce livre sont entièrement reversés à l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, l'ARSLA, soutenant ainsi la lutte contre cette maladie. Voici donc nos intervenants longuement présentés et je vais sans plus attendre donner la parole à son Excellence Monsieur Giorgio Novello qui nous a fait l'honneur de lire dans les moindres détails cet ouvrage très émouvant et qui va pouvoir vous interroger tout en vous partageant sa propre lecture de cet ouvrage depuis sa propre expérience. Chers amis, bonsoir. Grand honneur pour moi d'être ici. Merci Hélène pour ton invitation. Monsieur le professeur Lebrun. Cher Mario, grand honneur pour moi d'être ici avec vous. Il me manque que 5-6 semaines à mon départ. Je suis presque à la fin de mon mandat ici comme ambassadeur d'Italie. C'est triste pour moi. J'ai passé une période absolument fantastique. C'était le comble. C'était le pinacle de mon expérience professionnelle ici aux Pays-Bas. Aussi pour le plaisir de te voir rencontrer, chère Hélène, il y a 2 ans maintenant. Aujourd'hui, on est ici pour parler de ce livre. Ce livre que je viens de lire avec la plus grande attention, d'un seul coup, j'ai passé quelques soirées. Je me souviens maintenant de chaque détail, comme je l'ai bien démontré à Mario, lorsque j'ai eu le plaisir de bavarder avec lui un petit peu. Ce n'est pas un livre, c'est une symphonie, 4 mouvements. Le premier mouvement, c'est la joie, la lutte, l'espoir, les déceptions, les victoires, les défaites, mais c'est montant. Après, le deuxième mouvement, c'est la tristesse, c'est la condamnation, c'est la page 130 qui arrive, l'expression la plus dure. Mario était à Milan. Il a rejoint d'un coup de fil. Son père a été diagnostiqué avec la maladie des Charcot, sans aucun espoir. Suit le début d'un véritable calvaire dur. Troisième mouvement, c'est le deuil. Son père vient de mourir et Mario et sa famille doivent se confronter à une situation nouvelle. Avec beaucoup de regrets, on pense à tout ce qui aurait pu être et ne l'a pas été et ne le serait jamais plus. Quatrième mouvement, c'est, une fois encore, la joie, l'espoir. Toi aussi, cher Maillot, je me permets de te tutoyer. La vision de ton père, dans un éclair, une lumière, tu as l'impression de voir ton père. Ce n'est pas une impression, c'est ton père qui vit dans toi et qui vit avec nous tous pour tous ceux comme moi, Hélène, croire que la mort, ce n'est qu'un début d'une autre chose. Alors, ce livre a été important pour moi. Pourquoi? Pour ma situation, ma condition, j'étais diagnostiqué avec une autre maladie. C'est peut-être pas aussi sérieuse et dramatique comme les SLA. Elle me donne plusieurs temps à vivre, mais c'est quand même pas facile. C'est une maladie dégénérative. Moi, j'étais affecté par la forme la plus sérieuse. Ça s'appelle primairement progressive. Ça veut dire que la situation dégrade relativement vite. Je perds progressivement le contrôle de mes muscles. Lorsque je suis arrivé à La Haye, je pouvais me déplacer aisément dans un scoot mobile. J'étais relativement indépendant. Et maintenant, j'ai des problèmes même à conduire ce fauteuil roulant. Mais quand même, la lutte continue et je fais face à ma situation. Et c'est pour cela que je voudrais commencer par dire quelque chose à propos
de mes relations avec la Belgique et avec la France. La France, je ne suis pas francophone, comme tu l'as dit, mais je suis francophile. J'ai trois étapes dans mon histoire d'amour avec la France. Première étape, mon mythique voyage à vélo de Turin à travers l'école du Mont-Cenis vers le Massif central et puis les grandes plaines, Paris, Reims, Rouen, Vézelay, pour visiter les grandes cathédrales gothiques de la France. Le plus belle, dont je garde un souvenir perpétuel, était Vézelay et Beauvais. Et après, à travers la Suisse, l'Italie du Nord et ma ville de Padoue. J'avais 17 ans. Premier impact avec la France. Deuxième, c'était la vendange dans le Beaujolais, après l'examen de fin d'école. Avec 100 camarades, on est passé de la langue latine à la langue grecque aux travaux pénibles pour faire le vendange. On dormait à 30 dans une grange. On avait une toilette, on avait une douche. On travaillait 7 jours sur 7 pendant 4 semaines, 9h30 par jour. Et je me suis beaucoup amusé. Superbe. Troisième expérience à Martinique. Je travaillais quelques mois à Martinique, à Fort-de-France. Je vais louer une Vespa et j'ai parcouru tout centimètre carré de l'île. Et encore là, de l'Afrique, de la France américaine, je garde des souvenirs incroyables. Donc, la Belgique. La Belgique, pour moi, veut dire Bruxelles, capitale de l'Europe. Je suis fortement européen, mais aussi, ça veut dire le vélo, mon grand amour. Eddy Merckx. Peut-être ces jeunes gens ici connaissent encore le nom d'Eddy Merckx, qui était l'invincible, le superhumain champion de vélo, qui avait perdu son premier Tour de France lorsque j'allais au vélo à Paris, lorsque Thévenet avait gagné le Tour. Mais quand même, Eddy Merckx. Et pour moi, ton ville de Liège veut dire le Liège-Bastogne-Liège, avec le Tour de Flandre et avec le Paris-Roubaix. Ce sont des étapes importantes dans ma formation sportive. Pourquoi je vous parle de ma relation avec la France et avec la Belgique? Alors d'abord pour briser la glace. Ensuite, par souligner mon amour pour ces deux beaux pays, la France et la Belgique, mais aussi pour souligner, pour vous lancer un message. Vous me voyez maintenant sur un fauteuil roulant. Vous voyez que je ne peux même pas mouvoir mes mains. J'ai besoin de mon assistante personnelle, Ritzi. Mais ce n'était pas comme ça toujours. Hein. Une personne avec une validité n'est pas martien. C'est une personne comme les autres qui, un jour, a reçu une nouvelle qui lui informait que sa vie allait changer. Tout d'un coup, dans le cas d'un accident ou doucement, comme dans mon cas, j'ai reçu mon diagnostic. C'était au mois de septembre, non, au mois d'août 2017. Mais avant, j'étais une personne absolument normale comme vous. Et donc, attention, lorsque vous voyez une personne comme dans mes conditions, ça ne veut pas dire que les expériences, les sentiments, l'expérience de vie n'est pas exactement la même. C'est un petit message qui est peut-être banal, est banal pour vous, mais n'est pas banal pour d'autres personnes, quand j'aurai l'opportunité de vous dire par la suite. Quoi d'autre? Tu dois m'arrêter, Hélène, si je parle trop longtemps. Je suis italien, je suis dangereux. Tu me donnes un micro. Mes notes, s'il te plaît. Il y a deux. J'ai pris des notes parce que mes sentiments, mes impressions sont énormes. Oui, alors, je vous dis que je ne suis pas martien. Les personnes avec une validité ne sont pas des martiens. Et donc, il faut toujours les considérer, les regarder comme des êtres humains qui ont autant de sensations, de pensées, des efforts, de souffrances et de joie qu'ont les autres. Mais revenons au livre de Mario. Alors, dans le livre de Mario, j'ai trouvé beaucoup de moi-même, mais aussi beaucoup d'autres. C'est la condition pour un livre d'être intéressant et de vous enrichir.
de être une espèce de miroir dans lequel vous trouvez vos expériences, vos passions, vos sensations, vos sentiments, mais aussi qui élargit votre connaissance. Et voilà une condition indispensable que j'ai trouvée parfaitement dans son livre. C'est l'histoire d'un père et de son fils. Le père et le fils et le père. Le père et le fils et le père. Cette relation extrêmement solide et indestructible, qui n'a pas toujours été parfaite. Mario va nous raconter aussi les quelques problèmes, les quelques incompréhensions entre les deux, l'histoire familiale et sentimentale, pas toujours très simple de son père. Et j'ai pensé à ma situation. Je dis que je trouvais les livres passionnants, étant donné qu'ils me donnent aussi une clé de lecture pour moi-même. Moi, j'étais fils de mon père, et maintenant je suis père de mon fils. Et donc voilà l'expérience. Et en lisant ton livre, Mario, j'ai pensé à la relation avec mon père. Plusieurs épisodes, par exemple, lorsqu'il m'amenait aux courses cyclistes en voiture et m'encourageait, même quand les résultats étaient une déception continue. Il m'a soutenu dans mes études au lycée. Il fut le premier à m'apprendre des mots latins. Erat nox, cadebat nix, et una nux, fuit mea nex. Premier mot latin que j'avais appris. Et j'ai un souvenir tout à fait particulier que je vais partager avec vous avant de donner les micros au professeur Lebrun. Au lycée, j'étais victime d'une tentative de harcèlement. Il y avait un groupe de 5 personnes qui s'amusaient à avoir une victime tous les semaines, tous les 15 jours. Ils cherchaient des victimes choisies parmi les plus jeunes qu'eux. Il arrivait mon tour, il avait commencé à exercer un petit peu de harcèlement. C'était une école catholique avec des gens décents quand même, mais ce n'était pas agréable. J'ai demandé un conseil à mon père et il me donna les conseils suivants. Tu dois les affronter, mais pas tous ensemble. Tu dois trouver un instant où tu es tout seul avec un d'entre eux. Tu dois tracer des limites, tu dois t'imposer. J'ai pris note de ces conseils. À un moment donné, un jour, j'étais dans la toilette de l'école et j'ai vu un du groupe qui s'est levé les mains. J'ai saisi mon opportunité, j'étais blanc plus grand, plus costaud qu'eux. Je me suis approché de lui. Je lui tout doucement posé mes mains autour de son cou. J'ai tout doucement pressé mes mains autour de son cou. Et j'ai commencé tout doucement et tout gentiment à hurler dans son oreille, arrêtez, arrêtez là, arrêtez là. Et pour être mieux compris, je le répétais 3-4 fois. Et après, un phénomène inouï s'était produit. Le gars est devenu pâle. Il a commencé à trembler. Je lui ai laissé aller. Résultat fantastique. Ils ont arrêté tout de suite et jamais une autre personne a été harcelée par eux. Alors, pourquoi ai-je raconté cet épisode? Mon père et moi n'étaient pas des anges, on était des personnes qui vivaient dans le monde réel, exactement comme ton père et toi. Je me rappelle l'épisode de ton père qui avait été arrêté parce qu'il avait menacé une autre personne. Plus ou moins, c'était une chose pareille à la mienne. J'ai besoin de m'imposer, de tracer une limite, je l'ai fait. Ton père l'avait fait pour défendre son ami, je l'ai fait pour défendre ma dignité. Voilà. Des fois, il faut prendre position, et je l'ai fait. Quoi d'autre? Voilà, c'est mon début et je vous laisse la parole. Et après, dans la deuxième partie de notre conversation, j'aimerais aussi faire une comparaison entre les parcours de la maladie du Pinot et la mienne. Merci. Merci infiniment, cher Giorgio. Je crois que nous pouvons d'ores et déjà applaudir.
Merci infiniment pour un témoignage aussi intime, fort, cher Giorgio, qui place vraiment notre discussion à la hauteur de l'enjeu que le livre de Mario aborde sur la dignité humaine, sur le parcours de l'humanité. Cher professeur, vous-même, vous êtes quelque part l'incarnation de la science, de l'effort de l'humanité pour accompagner toutes les personnes qui sont frappées par ces différentes maladies, ces différents syndromes, ces différentes épreuves. Et vous êtes là à mener une lutte avec l'aide de la raison et de la science pour apporter plus que de l'espérance, des solutions, des thérapies. Pouvez-vous nous donner un éclairage, votre éclairage et puis votre réaction aux propos liminaires que nous venons d'entendre? Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation, chère Hélène. C'est la première fois qu'on se rencontre, en fait, en réel. Alors, c'est toujours... voilà, on commence comme ça, éclairage, vision. Alors, c'est toujours un peu effrayant parce que finalement, en tant que chercheur ou médecin, on a cette forme de distance qui finalement est, et je pense, parce que j'ai eu l'occasion aussi de lire le livre, finalement, sur les familles. Les patients ne comprennent pas, parce qu'il y a justement cette forme de distance. Eux, ils sont finalement dans l'urgence, ils sont bien sûr dans la maladie, et obligatoirement, nous, on est toujours un peu en retrait. Alors, on donne des symptômes, on donne des conséquences, parfois des traitements, parfois pas. Et évidemment, la distance est compliquée à maintenir, parce que ça, c'est la réalité. En fait, la recherche, ça prend du temps. Et donner des espoirs quand il n'y en a pas encore ou quand on est loin, finalement, moi je travaille beaucoup sur les maladies génétiques. Donc en fait, les gens sont malades à leur naissance, ils mettent au monde des enfants qui sont eux-mêmes malades, et ils se posent la question, qu'est-ce qui va se passer pour la génération d'après, comment on fait, et ainsi de suite. Et finalement, c'est toujours un peu compliqué de dire, ah alors, il y a un traitement demain. Non, il n'y a pas encore de traitement. Alors, donc mon éclairage, il veut peut-être être un peu expliquer pourquoi c'est long. Finalement, il est là alors, ça vous paraît peut-être un peu difficile, mais de se dire pourquoi c'est si long, pourquoi ça prend du temps. Est-ce que c'est dépendant purement de la recherche, comme on l'entend? Parce que souvent, c'est vrai que c'est les chercheurs qui sont, ou les médecins qui sont devant vous, mais il n'y a pas que ça, finalement. Ça vient, c'est pas le chercheur académique qui mettra un traitement demain sur le marché. C'est pas, donc, c'est tout un système, en fait. Et je pense que c'est important de comprendre l'ensemble. Et puis après, de revenir finalement sur l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que finalement les gens comprennent, que vous compreniez, que vous soyez aidés, que vous soyez accompagnés. Parce que je pense que ce qui est le plus difficile, c'est finalement, et moi ce que j'ai un peu l'impression dans le livre, c'est cette solitude finalement face à je ne comprends pas ce qui se passe. C'est quoi cette maladie? Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Finalement, très vite, voilà, on se retrouve seul. Moi, j'ai aussi des cas dans ma famille où finalement, finalement, à la fin, sur la maladie, on se retrouve assez seul entre la famille et bien sûr, la personne malade. Donc ça, c'est une vraie réalité. Donc ça, c'est peut-être le manque d'aide autour ou le manque financier. Hein. Je pense qu'il faut être assez clair là-dessus. Mais si on revient à la recherche, je pense qu'il faut bien séparer deux choses, trois places en fait. La première, c'est la recherche fondamentale. C'est souvent celle qui est soutenue justement par les fondations, qui est essentielle, qui est finalement souvent académique, qui prend du temps, des années et des années, pour qu'on comprenne mieux quelle est la cellule malade, pourquoi elle est malade, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est lié à de la génétique. Donc ça, c'est la première étape. Et celle-là, en fait, elle a fait, dans les pathologies qui nous intéressent, neurodégénératives ou neuromusculaires, elle a fait des progrès. On a des gènes qui sont associés à pathologie, on peut parfois diagnostiquer. Et donc ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est finalement, est-ce qu'on peut trouver un traitement? Donc là, c'est une étape qui est très différente, puisque finalement, souvent, ça doit sortir de l'académique. Et ça passe par la création de start-up ou avant les gros groupes pharmaceutiques. Aujourd'hui, c'est un peu le modèle économique. Donc, c'est soulever des fonds, c'est faire des essais. Et puis, à la fois, on voudrait aller vite. Et à la fois, si on va trop vite, on ne nous pardonnera pas si ça ne marche pas ou on ne nous pardonnera pas s'il y a des effets secondaires. Donc là, il y a tout ce qu'on appelle les agences européennes du médicament, ainsi de suite, qui sont garantes finalement de l'innocuité de ce qu'on va attribuer. Et puis, si on prend les pathologies qui nous intéressent aujourd'hui, je pense que c'est important de se souvenir de ça. La première chose,
c'est que souvent, elles apparaissent très très longtemps avant qu'elles soient diagnostiquées. C'est que quand les patients arrivent, finalement, ils sont déjà dans un stade clinique. Et donc ce stade clinique est souvent en fait très loin, très très loin. La pathologie a parfois démarré 10-15 ans avant. Et souvent on se dit, bah voilà, quand on arrive au stade clinique, finalement trouver un traitement, c'est pas si simple, puisque donc les traitements classiques, ce sont des traitements médicamenteux. Donc en fait, ils ne soignent pas, ils traitent, mais ils ne guérissent pas. Ils peuvent prolonger la vie des patients correctement, mais finalement, ils ne guérissent pas. Alors après, il y a des nouvelles thérapies qui sont aujourd'hui pensées, qui sont vraiment de guérir. Donc on va remplacer, par exemple, la thérapie cellulaire, on va modifier les gènes, la thérapie génique, mais ça, c'est sur les balbutiements, il y a encore très peu. Il y en a des premiers essais cliniques qui existent autour de ça, mais ça reste quand même très, très en amont. Donc aujourd'hui, on parle simplement de traiter les gens pour qu'ils soient prolongés, pour qu'ils puissent avoir un bien-être. Et bien, quand on démarre très tard, parce que nous, on s'intéresse beaucoup à ces problématiques, donc nous, on développe des médicaments. Moi, j'ai une société qui développe des médicaments parallèlement de mon activité académique, parce que c'est le seul moyen, finalement, d'arriver à quelque part à trouver une solution pour les patients, sous les moyens financiers qu'il faut, en fait. Et ben, on s'intéresse à deux choses. La première chose, est-ce qu'on peut diagnostiquer plus tôt? Donc, trouver les moyens. Et donc là, il y a eu un bond en recherche qui a été fait sur les dernières années, entre autres avec la génomique, avec l'imagerie. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à l'imagerie, mais aussi à la génomique, mais je m'intéresse beaucoup à l'imagerie. On a développé une imagerie, en fait, aujourd'hui, qui va avoir accès à des paramètres presque cellulaires de façon invasive. Et la question se pose, c'est par contre, est-ce qu'on est capable de, finalement, sur un diagnostic, ça coûte encore cher, sur un diagnostic, de suivre finalement l'ensemble des gens, de la population, et de se dire, attention, dans 15 ans, 20 ans, vous risquez. Ça, c'est notre problème, parce qu'après, c'est décidé ou pas si on le dit. Et puis la deuxième chose, c'est une fois qu'on a un diagnostic très précoce, c'est trouver finalement des solutions thérapeutiques qui vont pouvoir toucher au plus tôt, en fait, ou réparer. Thérapie cellulaire, thérapie génique, comme je l'expliquais. Voilà, donc c'est les grandes questions qu'on se pose. Donc vous allez me dire, ah là, mais c'est encore très très loin. Oui, mais à la fois, je pense que le jour où on arrivera à guérir, et pas uniquement traiter, je pense qu'à ce moment, on aura une solution. Voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut un peu réfléchir et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Mille merci, cher professeur, pour cet éclairage de l'Académie de médecine sur ces maladies neurodégénératives qui, effectivement, laissent souvent le grand public interdit. Pourquoi on ne progresse pas plus vite? Pourquoi on ne progresse pas mieux? En tout cas, l'occasion d'ores et déjà de donner la parole à notre cher Mario pour la présentation de ce livre qui a été si bien présenté par son Excellence, Monsieur Giorgio Novello. Peut-être, cher Mario, comment passe-t-on de l'expérience vécue justement à l'écriture? Pourquoi, comment? Merci beaucoup, Hélène. D'abord, j'aimerais remercier l'Alliance française, vous remercier, vous, chère Hélène, pour cette invitation et votre accueil très chaleureux et très fraternel depuis toutes ces années. Une amitié qui dure et je vous remercie. Merci aussi à mon Excellence, Carissimo Giorgio Novello. Très heureux, très honoré, et très ému, touché, profondément touché par les mots que vous avez prononcés tout à l'heure, avec précision, concernant cette histoire et concernant mon livre. Ça m'a beaucoup touché, vraiment, et beaucoup ému. Si vous le permettez, j'avais préparé quelques éléments pour parler d'abord de cette association, l'ARSLA, que je représente, et du livre, faire le lien, si vous le permettez, Hélène. La maladie de Charcot, c'est une maladie silencieuse et implacable. Elle est appelée aussi SLA, sclérose latérale amyotrophique, une pathologie d'une violence inouïe. Elle se déclare souvent de manière insidieuse, par de simples crampes, un affaiblissement des muscles, puis des troubles de l'élocution. Et progressivement, elle prive ceux qui sont atteints de leur mobilité tout en laissant leur esprit intact. Ils deviennent prisonniers d'un corps qui ne répond plus. Il n'existe pas encore de test de dépistage clair ni de remède. Pourtant, chaque jour en France, 5 nouvelles personnes apprennent qu'elles sont touchées par cette maladie. Et 5 personnes par jour en meurent. Une progression de 20% du nombre de cas est même prévue d'ici 2040. Cette maladie ne fait aucune distinction d'âge ou de parcours. Je pense tout dernièrement à Amandine, une jeune femme de seulement 16 ans, qui nous a quittés.
C'est un événement tragique qui nous rappelle l'urgence d'agir et de soutenir la recherche. Le combat de notre association Arsla est devenu aujourd'hui le mien. Depuis 36 ans, elle s'est imposée comme un acteur incontournable de la santé publique. Plus de 9 millions d'euros ont été investis dans la recherche, permettant de financer plus de 210 projets cliniques. Mais ce combat ne se limite pas à la recherche. L'association accompagne 35 000 patients et leurs proches, offrant soutien, accès aux soins, plaidoyer politique pour pallier également les insuffisances des pouvoirs publics. Ce dévouement n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question d'humanité, de dignité, de courage. Avec ce livre, Mon père, ma bataille, j'ai voulu délivrer un témoignage personnel. L'histoire d'un père, de mon père, que je raconte dans mon livre, est celle d'un homme courageux et digne face à une maladie qui l'a progressivement privé de son corps. Je me souviens de son regard, toujours aussi vif malgré l'immobilité. Ce regard qui m'implorait parfois de lui rendre la liberté qu'il avait perdue. Il m'a supplié à plusieurs reprises de le laisser partir. Et pour un fils, entendre une telle demande est une expérience bouleversante. Un dilemme impossible. D'un côté, on veut croire à un miracle, se battre jusqu'au bout, parfois par amour, souvent par égoïsme. Et de l'autre, on voit la souffrance insupportable de celui qu'on aime et la détresse de ses proches. Et puis on se pose la question, je me suis posé la question. Qui sommes-nous pour imposer une vie de douleur à ceux qui veulent partir en paix ? Je crois fermement que nous devons permettre à ceux qui sont touchés par des maladies incurables de faire ce choix et de mourir avec dignité. Ce livre, c'est aussi l'histoire d'un père, un homme qui croyait que tous les rêves étaient accessibles. Il s'est battu pour que je puisse tracer mon chemin, quitte à parfois se prendre lui-même dans ce combat. Et comme beaucoup d'enfants, je n'ai pleinement compris son courage et sa grandeur après qu'il soit parti. C'est en écrivant ce livre que j'ai compris que ce combat était le mien. Et aujourd'hui, je veux inviter tous ceux qui le désirent à nous accompagner dans ce combat, en soutenant cette association, ARSLA. Il faut soutenir la recherche, accompagner les malades, défendre leur dignité et ensemble, je pense qu'un jour, on peut faire la différence. Je veux aussi remercier Nikos Eliagas, qui était présent il y a quelques jours, qui a connu mon père et qui a toujours été présent depuis 24 ans. Lorsqu'il a accepté de réaliser la photo de couverture de mon livre, il n'a pas hésité, il l'a fait avec ce même élan du cœur, sans hésitation. Nos histoires se ressemblent, nous sommes tous deux fils d'immigrés, issus d'une famille où nos pères se sont battus pour construire une vie meilleure. Ils nous ont montré le chemin, inculqué des valeurs et un profond respect. À nous maintenant de continuer le combat pour que nos enfants, à notre tour, et à leur tour surtout, puissent tracer leur propre voie. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. C'est un très grand honneur, vraiment, d'être là, à côté de notre Excellence, à côté de vous, Hélène, et à côté de vous tous, pour cette présentation de livre. Merci beaucoup, cher Mario, pour ce partage qui nous emmène très loin sur fondamentalement l'humanisme. Les Alliances françaises de par le monde sont des lieux où l'humanisme est le mot-clé. Et donc, nous sommes pleinement dans notre rôle. Et merci pour ces mots qui encouragent à la fois la science incarnée parmi nous par le professeur Lebrun, qui rappelle l'urgence de l'engagement dont son Excellence Giorgio Novello nous a parlé, c'est-à-dire l'engagement de chacune et de chacun pour soutenir à la fois la recherche et les associations qui permettent de financer la science. On a bien compris que ce combat était ultimement nécessaire. Et donc cet ouvrage, bien sûr, vous l'avez compris, est en vente ici. Vous pourrez, si vous le souhaitez, l'acquérir et avoir une dédicace de Mario. Avec beaucoup de joie. Je me tourne de nouveau vers notre cher Giorgio Novello pour vous redonner la parole. Vous avez souhaité avoir une réaction et nous partager une deuxième lecture approfondie du livre, un autre angle qui vous retient. I need the book.
je voudrais vous donner brièvement une triple contribution. D'abord, quelques passages du livre. Deuxièmement, certains problèmes auxquels je dois faire face. Et troisièmement, les avantages de la maladie. Je commence avec quelques passages du livre. Et the first one, please. La plaque tournante du livre, c'est la suivante. Notre ami est à Milan et il écrit je suis de nouveau à Milan, en Italie, pour enregistrer des voix sur une chanson qu'on devait sortir en single. Mon père, d'une voix angoissée au téléphone, vient de me dire que le médecin du CHU de Liège lui a annoncé qu'il a la même maladie que son frère. Le temps semble s'arrêter. Je suis pris de vertige, le souffle coupé. Mais je dois réagir et je m'entends répondre. Mais non, t'inquiète pas, ils ont dû faire une erreur. Tu n'es sûrement rien de grave. Next. Qu'est-ce qu'il fait, Mario? Il cherche un autre médecin pour avoir des informations différentes. Ils ont un rendez-vous à Paris dans peut-être le meilleur hôpital, le meilleur spécialiste. La visite a lieu. Le neurologue se lève et dit au père de Mario, « Bien, monsieur Baravecchia, pouvez-vous vous asseoir si c'est bon ?» Suit un examen très rapide et à la fin, le neurologue le père invite Pino, le père de Mario, à s'asseoir et je lui dis, « Monsieur, le diagnostic de mes confrères du CHU de Liège est correct. Vous êtes bien atteint de la maladie du Charcot. Vous en avez pour un an, même un peu moins. » Troisième étape, c'est la recherche d'une alternative. Mario, comme beaucoup de gens dans cette situation, cherche une alternative à la médecine traditionnelle. Il compulse l'Internet, trouve une société en Allemagne qui promet une thérapie alternative dans la forme de certaines radiations électromagnétiques ils vous font un examen, il identifie une certaine correspondance de votre cerveau avec de certaines vibrations, il vous donne une carte en plastique amenée toujours avec vous. Évidemment, ça ne sert absolument à rien. Quatrième passage, c'est la mort de son père. On lui coupe la respiration artificielle, mais il tient bout encore 1 heure, 2 heures, 3 heures, et après c'est terminé. Et enfin, c'est un épisode peut-être le plus beau du livre. Mois de mars 2021, donc plusieurs années après la mort de son père, Mario écrit qu'il est dans le jardin de sa maison à Beaune, en train de prendre des photos de sa femme et de son fils. Et à la vision de l'un d'entre eux, je reste un instant pétrifié. Planant un peu au-dessus de la tête de mes amours, ma femme, mon fils, une sorte de lueur dessine clairement un visage qui ressemble de manière frappante à celui de mon père. Je tourne et retourne l'appareil, stupéfait. Mais, clairement, oui, ce sont bien ces traits. Et si, quand je t'en avais prié, tu seras revenu me faire un signe, papa. Quoi que l'on puisse en penser, je ressens un grand soulagement. C'est le soulagement, la clarté, le sens de probité que le message final du livre de Mario, que je vous invite à acheter et à lire avec autant de passion d'intérêt que j'ai en les lisant. C'était mon premier message. Deuxième message, le combat est dur. Le combat de la maladie est trop dur. Mario l'a vécu.
Plusieurs personnes le vivent tous les jours, à tout instant. On devient prisonnier dans son corps. Il a mentionné des chiffres horribles, 300 000 personnes en France. Pour moi aussi, c'est une épreuve trop dure. Je vais partager avec vous, avec cet esprit de condivision fraternelle que je me sens poussé à faire, à partager avec vous, que j'ai vraiment l'impression d'être entre amis maintenant. Alors encore dans cet esprit de condivision fraternelle, je vais partager avec vous 2 épisodes durs à rappeler pour moi, 2 agressions dont j'étais victime. La première était en Italie, dans ma ville, Padoue, une ville très civilisée, très fière de son université, la deuxième université plus ancienne d'Italie, la troisième en Europe, après Bologne et Paris, vous voyez. Alors, j'étais agressé par un monsieur qui m'a insulté dans un restaurant, puis m'a suivi dans le rue et m'a posé sa main autour de mon cou. J'étais encore en mesure de bouger. Je pus le repousser, mais quand même, c'était une expérience assez traumatique. Un procès a eu lieu. Il a été condamné, mais bien, c'était une agression physique. Quelques années après, ici, en Hollande, j'étais insulté par écrit par un Italien. Il s'appelle Stefano M. Il travaille dans un cabinet de dentiste dans la plus grande ville de la province, le plus nouvelle de la Hollande. Il m'avait une lettre en protestant pour des choses et en exprimant ses commentaires à propos de personnes avec des problèmes physiques. Monsieur l'ambassadeur, vous croyez pouvoir avoir le droit de sauter la queue, de ne pas rester en queue? Bien, vous ne pouvez pas le faire étant donné que vous n'êtes même pas en mesure de vous tenir debout. Ou par exemple, vous avez une destination parfaite pour vous, ce serait l'Antarctique. Là, vous pouvez vous balader avec mon scooter, il n'y a pas d'obstacle. C'est pas marrant ça, hein. C'est vraiment pas marrant, mais je sais gré à ce monsieur parce qu'il m'a donné une âme formidable pour partager avec mes collègues, avec d'autres personnes, pour montrer que dans l'âme des personnes humaines, des êtres humains, il y a aussi des obscurités, il y a aussi méchanceté, il y a aussi une agressivité, une stupidité, une haine qu'il ne faut pas oublier. Il faut avoir du courage. J'essayais de le faire quand je défendis mes positions front à la personne, au groupe qui cherchait à m'harceler. Je vais le faire maintenant. Ce n'est pas pour défendre moi-même, c'est pour défendre les personnes qui se trouvent dans de ces conditions. Troisième, les aspects positifs de la maladie. Pour être très franc, je pense souvent à cette opportunité, cette possibilité. De bout en blanc, Jésus-Christ m'apparaît. Il me dit, je vais te guérir. Évidemment, j'en serais ravi, mais pas tout de suite. J'aurais besoin moins d'une seconde, peut-être une demi-seconde, pour dire, oh, petit instant, est-ce que je vais perdre tout ce que j'ai appris de ma maladie ou pourrais-je le garder? Je serais tenté de négocier avec le bon Jésus. Guéris-moi, mais pas tout de suite. Il faut être sûr que je peux garder l'héritage. Quel est l'héritage de ma maladie? Il y en a plusieurs. Premièrement, un sens des priorités. Lorsqu'on est en pleine forme, au moins moi, j'avais la tendance à me disperser, à faire un tas de choses, à ne pas avoir un sens direct des choses. Et c'est une chose que j'ai trouvée aussi dans ton livre, Mario. Là, les priorités. C'est dans les dernières pages de ton livre, les priorités. Savoir ce qui est important, ce qui n'est pas important. Qu'est-ce qui est important? Les relations humaines, les idéaux, le rapport avec l'absolu, qu'il soit Jésus-Christ, Dieu ou des valeurs, mais quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Et pour arriver à cela, il faut savoir couper ce qui est de trop. Et ça, la maladie me l'a pris bien. Deuxièmement, il m'a appris à comprendre la richesse incroyable de chaque être humain. J'ai mentionné les aspects durs qui sont cachés dans chacun de nous, mais tout être humain est inépuisable, une richesse incroyable, avec des aspects merveilleux. Grâce à ma maladie, je suis maintenant en mesure de me concentrer complètement dans mes rencontres avec chacun et chacune, et j'apprends chaque jour
de 3, 5, 10, 20 personnes que je rencontre chaque jour grâce à mon travail. Et la troisième, c'est le rôle du travail pour les personnes avec des problèmes. Le ministère des Affaires étrangères d'Italie, mon ministre, ont beaucoup investi en moi. Et moi, je crois, j'ai repayé cet investissement avec des intérêts. Et ça arrive souvent. Si vous faites confiance à une personne avec des problèmes, aux personnes handicapées, vous les mettez en condition de travailler bien avec des aides physiques ou psychologiques. Pas toujours, mais très souvent, ils vont vous repayer avec l'intérêt. Et donc, c'est une véritable situation gagnant-gagnant pour tous. Donc, à la fin de ce chemin, je suis absolument d'accord avec Mario, c'est l'espoir, c'est même la joie, et je peux vous dire que maintenant, avec vous, après avoir partagé mes sentiments avec vous, je suis heureux. Et donc, je vous remercie. Merci infiniment, cher Giorgio. Je n'ai pas les mots, le mot merci n'est pas suffisant. Tu nous fais un cadeau immense pendant cette table ronde. D'ailleurs, c'est presque plus un échange, c'est devenu une méditation et je parle même de médite-action. Parce que quand on médite comme ça, quand on élève son âme si haut, comme on est en train de le faire, c'est une action. Donc merci de nous entraîner avec toi dans cette autre dimension. J'en suis moi-même très émue, comme vous pouvez l'entendre. Mais quand on échange avec le cœur, les émotions sont au rendez-vous. J'aime beaucoup convoquer aussi l'âme d'Antoine de Saint-Exupéry, qui nous a tant appris, lui aussi, qui nous a rappelé, comme tu l'as dit, qu'il n'est de richesse que d'hommes et de femmes sur cette terre, et que la rencontre approfondie des êtres tels que tu viens de le décrire, finalement est entravée par nos corps trop agiles, finalement, et beaucoup d'entre nous ici pratiquent aussi une discipline qu'on appelle le yoga. Le yoga apprend justement à élever son âme très fort avec un corps apaisé et stable et serein et parfois immobile. Et on se rejoint complètement dans cette grande ascèse, ce grand alignement. Donc merci infiniment de nous apprendre ces chemins de vie. Vraiment, c'est un moment très solennel pour lequel je veux remercier aussi notre cher Mario, car sans lui, nous n'aurions pas eu cet échange. Peut-être, cher Mario, quelques mots avant de proposer à la salle quelques réactions ? Avec plaisir. Ça devrait marcher. J'ai un peu l'habitude avec les micros, c'est déjà une bonne chose. Non, beaucoup d'émotions, effectivement. Je ne m'attendais pas à autant de secousses émotionnelles. Être à vos côtés, carissimo Giorgio, est non seulement enrichissant, mais une preuve que l'espoir existe, que le combat existe. Cette expérience que j'ai traversée avec mon père, forcément douloureuse, mais du coup, avec les années, avec les souvenirs qui sont là, qui sont intacts, c'est ce qui m'a donné la force, le courage d'écrire, parce que écrire fait peur. J'avais peur d'écrire pour ne pas retomber dans ces images de souffrance, puisque c'est une expérience où on est soi-même emprisonné, puisque lorsqu'on voit son père et qu'on n'a pas d'armes pour lutter, on est emprisonné soi-même. Et finalement, avec l'écriture m'a donné l'espoir de mener un nouveau combat. Et je pense que la vie sans combat n'est plus la vie, elle n'a plus de sens. Et donc, et le combat, c'est l'espoir qu'un jour arrivent de nouveaux traitements que je crois possibles, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs
qui sont tous les jours au travail. Et j'espère que dans quelques années, nous pourrons guérir comme on le fait pour d'autres maladies. Je pense au cancer qui a bien évolué aussi. On pourra aider les gens atteints de la maladie de Charcot et pouvoir libérer de cette souffrance beaucoup de personnes qui aujourd'hui luttent, mais sans armes. Voilà. Merci, cher Mario. Donc, on va faire circuler peut-être notre micro. Je vais le confier à Léonie. N'hésitez pas à poser vos questions à nos 3 intervenants. C'est impressionnant. Il faudrait peut-être chanter une chanson italienne maintenant. Vas-y, toi. On a quelqu'un comme ça, on a quelqu'un qui est malade, dont on sait que la maladie ne sera que dégénératrice, que la personne va partir. J'ai trouvé très beau ce que tu dis aussi, Mario, c'est combien de temps peut-on vouloir garder quelqu'un et le laisser partir? Et ça, je crois que c'est quelque chose de très, très difficile à faire. Mais c'est aussi l'amour que l'on porte à l'autre qui permet peut-être de le faire. Je vais répondre brièvement. C'est une question qui fait débat dans beaucoup de pays. Hein. Le droit de mourir dans la dignité, c'est ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui. Mais en Belgique, elle est effectivement légale. Je ne vous cache pas que je n'étais pas très favorable moi-même, puisque il est compliqué de donner la mort à la personne que l'on aime et à son père. Mais en fait, la chose, il ne faut pas la voir comme ça, en fait. Après réflexion, quand vous voyez votre père qui vous supplie avec ses yeux, parce que voir quelqu'un parler avec ses yeux, je ne savais pas qu'on pouvait comprendre quelqu'un qui parlait avec ses yeux. C'est mon père qui me l'a appris, puisqu'il m'a parlé beaucoup. Ces derniers temps, il ne pouvait plus bouger ni ses mains, ni écrire, ni parler, etc. Et je reportais toujours l'échéance. Je lui disais, bah, écoute, je reviens dans une semaine, puisque je vis en France depuis 25 ans. Et donc, il était hospitalisé à Liège, et je reportais l'échéance pour essayer de le garder un peu plus avec nous, en espérant que les prières allaient s'exaucer. Mais ça, c'est ce que tous les enfants feraient, je pense, pour leurs parents. Et un jour, j'ai eu ce déclic. Quand on voit son père forcément inerte dans un lit, et il m'avait dit un jour, si un jour je dois finir comme un légume, j'aimerais que tu me débranches la machine. Effectivement, avec le médecin familial qui me connaissait depuis tout petit, on a pris cette décision et je n'ai pas voulu lui injecter ce produit parce que c'était pour moi comme si je lui injectais quelque chose de nocif et j'ai préféré respecter sa parole et j'ai débranché cette machine. Et j'ai vu comme une libération dans le visage de mon père, comme un souffle de liberté. Voilà. Désolée pour le son. Je veux rebondir sur le propos de Mario et remercier beaucoup. Moi-même, je suis double nationale. Avec le micro qui va reprendre, je pense, mais je suis moi aussi double nationale française et suissesse. Il y a la même réalité entre la France et la Suisse. La Suisse autorise l'euthanasie, ce qui n'est pas le cas en France. Et effectivement, ce dilemme de garder une personne qui veut partir ou qui préfère partir. En tout cas, je vais faire simplement écho aux propos de Giorgio au tout début de cette table ronde.
évidemment, si on se place du point de vue très éclairé de certaines foi que certains d'entre vous partagent ici, évidemment, quitter son corps, c'est entrer dans une autre vie. Et c'est cette très belle phrase que certains connaissent de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, lorsqu'elle part, dit « j'entre dans la vie ». Et elle a 24 ans, elle est très jeune. Voilà. Peut-être d'autres réactions dans la salle. Oui, Frédéric veut... Ce sont des débats mondiaux. Non, mais je n'ai pas besoin d'être vue. Je suis low profile. Ce sont des débats passionnants. Ça concerne l'éthique. Alors l'éthique en Europe, moi je pense que l'éthique devrait revenir sur devant la scène à l'échelle européenne et mondiale. Parce que quand on parle d'euthanasie, moi je suis pour la vie. C'est vrai, je suis pour la culture de la vie, pas pour la culture de la mort. Et je crois quand même, bon, quand on parle d'euthanasie, moi je vais aussi rajouter cette très douloureuse question qui est l'avortement. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et oui, quand on aborde les questions d'euthanasie, on parle des questions d'avortement. Et là, il va bien falloir se poser la question, quelle culture allons-nous choisir, celle de la mort ou de la vie? Et je crois que ça va être certainement les catholiques qui vont devoir aussi s'exprimer, et bien, à l'échelle internationale peut-être. Je pense qu'il va quand même falloir se poser les bonnes questions. L'euthanasie, c'est très délicat. Moi, je peux comprendre que parfois, il faille passer peut-être bon. Mais les catholiques ont quelque part des petits principes aussi, sans être des catholiques extrémistes. On peut être des catholiques modérés, mais quand même, je crois que les catholiques doivent dire quelque chose dans ces débats très pénibles concernant le monde médical aussi et scientifique. Les catholiques, là, ont je crois, leur droit à la parole. Il va falloir peut-être une petite remise en question, peut-être souhaitable, parce que je pense que aussi les papes, il faut bien le dire, les encycliques ont été très clairs là-dessus, notamment à l'adresse du monde scientifique. C'est bien le progrès scientifique, mais attention, de ne pas aller trop loin. Il y a cette dimension, évidemment, humaine, parce qu'il y a des confusions de sens qui se mettent en place avec les humanismes, etc. La question d'avortement est très importante aussi. Les femmes le sauront, et je crois que parfois des petites remises en question sont nécessaires. Quelle culture allons-nous choisir, celle de la vie ou celle de la mort? Peut-être que les femmes vont devoir dire quelque chose clairement. C'est parce que, et surtout, oui, au niveau francophone, c'est très important d'aborder cette question-là, mais qui doit avoir peut-être une résonance mondiale et internationale. Merci Frédéric pour cette réaction. Alors, on aborde la question de la vie, on aborde la question de la mort. Effectivement, Frédéric soulève beaucoup de perspectives au-delà du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous la remercions. Nous aborderons sur d'autres thématiques, je pense, cet aspect, puisque ce n'est pas l'objet précis du livre, mais je remercie Frédéric d'avoir amené aussi cet éclairage. Toute table ronde est lieu de débat, d'échange. C'est intéressant d'entendre les perspectives qui nous traversent, nous qui partageons tous la même humanité et effectuons ce parcours. S'il n'y a pas d'autres questions, réactions dans la salle, je ne sais pas si monsieur Patrick Dribec, qui nous a rejoint, président de la table française de la Société de Witt, veut ajouter un commentaire, une réaction pour clore ce débat. Merci beaucoup, Hélène. Le seul commentaire que j'ai, c'est que, comme sans doute beaucoup de monde ici, je suis extrêmement bouleversé, pris d'émotion, surtout par non seulement par le sujet, mais par les propos de Monsieur l'ambassadeur, tellement francs, tellement directs et incroyablement sûrs, justement. Vraiment, je vous rends hommage. Merci infiniment, cher Patrick. Effectivement, tu traduis très bien le sentiment de notre assemblée, rassemblée autour de son Excellence, Monsieur Giorgio Novello, et de Monsieur Mario Baravecchia. Je remercie de nouveau également le professeur Franck Lebrun, qui a pu sentir combien les attentes étaient
ample et intense de toute l'humanité quand elle se tourne vers le collège médical, bien sûr. Donc, tous nos voeux vous accompagnent dans vos travaux, vos recherches. Nous espérons continuer à poursuivre, de vous soutenir avec des associations comme la remarquable association dont Mario est devenu vice-président et qu'il soutient très fort. Peut-être, professeur, si vous voulez dire quelques mots pour clore. Peut-être sur les associations, finalement, puisque moi-même, je fais partie de l'association de patients pour des raisons purement parce que je travaille sur des maladies génétiques depuis tellement longtemps et que, donc, maladies rares, donc obligatoirement maladies rares, peu de soutien financier, donc obligatoirement, c'est essentiellement les malades ou les familles qui soutiennent. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, finalement, le rôle de ces associations aujourd'hui dans le monde de la recherche. Donc, dans celle, par exemple, on parlait de télangiectasie hémorragique héréditaire. Donc, ce sont des saignements. Ce sont des gens qui ont justement des saignements au niveau cérébral, pas que. Donc, ils décèdent souvent d'hémorragie. Et ce qu'il se passe, eh bien, il y a une fondation internationale, il y a une fondation au niveau national, une fondation internationale qui s'est excessivement bien organisée. Et ce sont des associations qui, aujourd'hui, sont tellement bien organisées qu'elles ont pu changer, en fait, au niveau du Congrès américain, pour obtenir des fonds, mais aussi changer un peu finalement la loi. Je veux dire, il y a des choses qui se sont passées. Si dans les maladies rares aujourd'hui, on a des accélérations mises en place en fait d'essais cliniques, c'est grâce aux patients et aux associations de patients. Et cette fondation aujourd'hui est capable même de soutenir des essais cliniques à échelle internationale par cette organisation, en rassemblant en fait les chercheurs, les médecins, et en disant aujourd'hui, ce sont les patients qui vont conduire la recherche. Et donc, on a des réunions avec les patients. Et en fait, on décide ensemble, finalement, de ce qu'on va faire demain. Et ça a un poids extrêmement important, finalement, dans l'avancée de la recherche, parce qu'on a directement les patients avec nous. Et sur le poids politique, c'est important pour pouvoir, en fait, aller beaucoup plus vite. C'est comme ça qu'on arrive à, finalement, soulever un peu les montagnes dans un milieu où, voilà, finalement, il y a beaucoup de préoccupations économiques autres que la santé, hélas. Mais ça en fait partie, donc je pense que c'est super important de continuer à soutenir ces associations le plus possible et quasi une visibilité le plus important possible. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur, pour cet encouragement. Nous allons clore notre table ronde sur ces propos très encourageants. Vous inviter à rejoindre notre verre de l'amitié et également vous inviter à vous porter acquéreur de l'ouvrage de Mario qu'il vous dédicacera avec beaucoup de plaisir, avec encore un très, très grand merci à chacun d'entre vous. Merci.